Merci au forum hein, pour l'invitation et merci tout particulièrement à Zenep et à Charles. Et voilà, et merci à vous d'avoir bravé, enfin d'avoir négligé le soleil et l'apéro pour au contraire venir m'écouter parler de jeux vidéo et plus précisément voilà, de cyborgs et d'animaux, puisque l'idée c'était de parcourir un peu ce soir les visages vidéoludiques des frontières de l'humain, puisque voilà, c'est le thème du cycle de programmation auquel appartient cette séance, les frontières de l'humain. Et l'idée c'était, si vous voulez, de côtoyer pendant 1h30 des animaux et des cyborgs digitaux informatiques pour nous amener par ricochet ou par rebond à redéfinir notre humanité. Je précise avant de commencer que le propos sera suivi d'une autre séance conçue en tandem avec celle-ci, si vous ne faites pas une overdose après la première séance, qui est fort envisageable. Mais voilà, il sera possible de jouer à certains des jeux que je vais présenter ce soir. Il y a une séance à 20h30, du coup une séance pop-up. Ça sera un format plus différent, plus ludique, plus informel aussi. Mais voilà, si jamais vous voulez prendre la manette après m'avoir écouté parler, ça sera possible autour de 5 jeux que je présenterai tout à l'heure. Mais voilà, avant cette séance plus pratique et plus ludique, il y aura une séance d'ordre plus spéculatif, dont le but est, si on veut, d'interroger le médium vidéoludique à la lumière des interrogations couvertes par ce cycle, interrogations qui portent sur le périmètre fluctuant de l'espèce humaine, sur le trouble entourant ce qui est censé la séparer du règne animal et du règne machinique. Et donc, du coup, les deux portes d'entrée dans ces deux règnes, c'était d'un côté l'animal, de l'autre le cyborg. Et on verra que c'est pas pour rien si le jeu vidéo leur laisse une large place, c'est parce que en quelque sorte, ils réveillent en nous l'animal, les jeux vidéo réveillent en nous l'animal, réveillent en nous une sorte de cyborg virtuel, en nous branchant à des machines, en faisant de nous des organismes augmentés. Et donc du coup, l'idée un peu directrice de cette séance, c'était que jouer aux jeux vidéo, c'est déjà d'une certaine façon expérimenter avec les limites de l'humain, c'est une manière de s'animaliser, de se cybernétiser, puisque le propre de nos avatars, de nos incarnations dans les jeux, c'est de nous permettre d'essayer de nouveaux corps, de représenter une forme d'immersion, mais aussi une forme d'altération, de mutation virtuelle, au gré d'une sorte de projection kinesthésique motrice, si vous voulez, dans un autre corps. Voilà, peut-être que vous avez écouté la conférence d'ouverture du cycle par Alice Leroy sur Donna Haraway, et sinon je vous recommande de regarder la captation, parce qu'elle balise le sol problématique sur lequel j'ai un peu élaboré mon propre propos, puisque c'est Haraway qui a le plus inquiété les délimitations de l'humain, qui a le plus interrogé les hybridations continues de l'humain au contact des machines et des animaux. Bon voilà, je ne suis pas un spécialiste de Haraway, qui a une littérature assez massive, mais je suis reparti de 2 textes canoniques, 2 manifestes qui touchent aux enjeux qui nous préoccupent. D'abord un manifeste cyborg, qui rappelle que l'humain est une réalité technique, que les formes qu'il prend sont inséparables de la fabrication d'artefacts de tout type, que nous ne cessons de muter au contact de nos créations, de nos outils. Donc voilà, c'est un peu la thèse provocatrice, provocante de Haraway dans le texte, que nous sommes toutes et tous des cyborgs, pas de manière aussi spectaculaire que Terminator, mais nous sommes tous et toutes augmentés, modifiés, altérés par nos outils. L'autre texte, le manifeste des espèces compagnes, va au-delà des animaux domestiques. L'idée, c'est d'analyser dans ce texte comment l'humain est reconfiguré au contact d'espèces avec lesquelles il mélange des mitochondries, des germes, des virus, des éléments biologiques qui modifient l'espèce humaine. Et donc voilà, si vous voulez, les 2 manifestes ensemble affirment que voilà, l'humain est modifié par la grande histoire de la zootechnie, par des modifications des techniques, et que l'humain est une réalité, si vous voulez, zoologico-technologique en permanente évolution. Et voilà, si j'ai rappelé un peu ce propos développé par Alice Leroy, c'est parce que mon propos va suivre un sillon similaire, si ce n'est qu'on parlera plutôt de jeu. Voilà, l'hypothèse est un peu simple, c'est de dire qu'en jouant aux jeux vidéo, via un dispositif chamanico-machinique, si vous voulez, je développerai ça après, on entre dans une forme de devenir animal, de devenir cyborg, qui nous transforme en animaux cybernétiques. J'ai trouvé qu'un singe comme exemple en ligne, hélas, mais voilà, c'est un exemple de circuit de rétroaction faisant de l'animal une boucle de la machine. Et j'étais parti de ça et d'un vieux cliché qui a peut-être un peu moins en usage aujourd'hui, mais qui avait cours dans ma jeunesse, que les jeux vidéo nous rendent bêtes et machiniques. C'était une des angoisses, par exemple, de ma mère quand je m'approchais d'une console, qui avait peur que je sois lobotomisé à une vitesse accélérée. Et ça reste encore une conception assez répandue dans l'imaginaire social touchant au médium vidéoludique, qui en fait le vecteur d'une décérébration, d'un écervellement, d'une machinisation, d'une forme de bestialisation
qui voilà, nous rendrait toutes et tous captives et captifs de dispositifs techniques dans lesquels on serait enchaîné par la boucle des circuits de rétroaction liés au bouton. Voilà. Mon but n'est pas de contester cette vision un peu dégradante et rétrograde, mais plutôt de la prendre au pied de la lettre, en se demandant ce que ça implique d'être transformé en bête machinique, pour interroger quels sont les animaux que réveille en nous le jeu vidéo, quels circuits humains-machines sont mis en place par les jeux, et comment les jeux mettent-ils en scène eux-mêmes cette possession, cette transe chamanique qui nous expose à d'autres devenirs. Voilà, l'idée étant de se rendre compte à terme que finalement être transformé en bête machinique est une forme d'expérience enrichissante, sinon émancipatoire, dans la mesure où elle va nous articuler à une altérité radicale. Voilà, puisque finalement le but de l'art est de nous confronter à l'altérité, de nous transformer au contact de la différence, et c'est ce que font les jeux dont on va parler. Voilà. Je ne vais pas parler de la question de la nature, je ne vais pas débattre de la nature artistique des jeux vidéo, qui fait un peu aujourd'hui l'objet d'un consensus assez large, mais je voulais juste quand même ouvrir un peu une parenthèse historique ou historienne sur cette critique qui associe les jeux vidéo à une forme de lobotomisation, parce que voilà, on pourrait rétorquer que voilà, les jeux optimisent nos facultés cognitives qui vont élever notre âme grâce à la profondeur des intrigues. Mais peut-être ce qui est plus intéressant, c'est quand on est familier de l'histoire du cinéma et de la littérature, on s'aperçoit que le blâme jeté aujourd'hui sur les jeux vidéo était hier lancé au visage des films ou des romans, dans un temps bien lointain aujourd'hui. Mais voilà, le cinéma en son temps, au début du siècle, a été accueilli comme un dispositif abrutissant, qui énervait le public, qui réduisait le public à une boule de nerfs excitable. Et le roman classique lui-même avait été vu comme dangereux parce qu'il enflammait l'imagination et égarait les cœurs. Il suffit de penser à Don Quichotte ou à Madame Bovary pour se rappeler de toutes les condamnations à l'égard d'un art qui était accusé d'exciter indûment les âmes. Donc voilà, finalement, les critiques qu'on retrouve aujourd'hui à l'égard des jeux vidéo existaient bien avant eux et changeront de cible probablement quand une nouvelle forme culturelle émergera. Et je vous prédis que dans quelques décennies, dans les salles des profs que j'arpente toujours avec passion, il y aura des gens pour se lamenter que les jeunes ne jouent plus assez aux jeux vidéo, de même qu'aujourd'hui, la plainte unanime est que les jeunes ne regardent plus de films. Voilà, sans parler de romans, bien sûr. Mais je referme cette parenthèse historique. Voilà, mon but était plutôt de prendre au pied de la lettre cette critique qui dit que nous nous transformons en bêtes machiniques en jouant. Pour se demander ce que ça implique de muter en cyborg animalier, en bestiole cybernétique, en créature de code et de clics. Et je crois que les indices pour comprendre cette métamorphose se trouvent dans les jeux eux-mêmes, puisque finalement, à travers les aventures qu'ils racontent, ils vont semer des figures qui mettent en abîme notre propre état ludique. Si vous voulez, on peut dire que les jeux vidéo allégorisent leur propre dispositif. Alors, c'est pas le cas de tous les jeux, mais voilà, finalement, tous les arts mettent en scène le type de regard auquel ils invitent. J'ai pris des exemples cinématographiques parce que c'est mon fonds de commerce initial, mais voilà, il suffit de prendre par exemple le cinéma de Hitchcock, qui est une méditation permanente sur le statut de spectateur-voyeur, ou plus récemment le cinéma de Spielberg, qui, à travers ce qu'on appelle la Spielberg face, les travelling avant sur les visages extatiques ou émerveillés de personnages, multiplie finalement des plans allégorisant le regard fasciné par le spectacle cinématographique. Et de la même façon, dans un jeu qui n'est pas un parangon de subtilité, loin de là, Assassin's Creed, on peut trouver des germes d'un dispositif similaire d'allégorisation interne, puisque voilà, c'est un jeu où l'avatar du joueur, le personnage incarné par le joueur, est lui-même branché à un système informatique pourvu d'une sorte d'exosquelette lui permettant de se brancher à un autre avatar dans le passé. Donc le jeu lui-même raconte à travers la façon dont l'avatar du joueur va se brancher dans un autre avatar pour mettre en abîme ce branchement. Finalement, le jeu raconte ce que c'est que de s'incarner dans le corps d'une machine. Les passages sont rarement les plus passionnants des jeux. J'ai mis un extrait du film, une image du film, qui est un film assez dispensable au demeurant. Et voilà, donc du coup on voit ce qu'ils appellent l'animus dans le jargon qui permet au corps des assassins contemporains de se projeter dans le passé. Alors bien sûr, mieux vaut mettre de côté la dimension complotiste des récits de Assassin's Creed. Comme vous le savez peut-être, ce qu'on appelle le lore, la diégèse,
l'univers de la franchise veut que toute l'histoire du monde soit le théâtre d'un conflit ininterrompu entre assassins et templiers. Bon, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir que chaque fable, chaque itération de la franchise part du principe que le personnage de base n'est pas un assassin, mais un descendant pouvant se projeter dans une simulation à travers la manipulation d'un corps virtuel. Et c'est la définition du jeu vidéo, une manette ou une souris qui fonctionne comme un cordon ombilical nous liant à une machinerie qui nous branche à un avatar. Voilà. Pour revenir aux frontières de l'humain, mon hypothèse, c'est que les figures animalières et cybernétiques qu'on voit dans les jeux nous renseignent pareillement sur les métamorphoses que nous connaissons en jouant. Si vous voulez, les animaux nous indiquent un autre rapport aux signes, un autre rapport aux éléments à pister dans l'image, et via ce qu'on appelle la narration environnementale dans les jeux, ils nous permettent d'explorer un autre rapport à l'espace, au territoire, à la perception des prises qui s'offrent à l'action. Pareillement, d'une manière différente, les cyborgs nous racontent ce que c'est que de vivre avec des scanners électroniques et des prothèses techniques. Et ensemble, animaux et cyborgs, du coup, déploient un autre modèle perceptif et cognitif, une autre appréhension de l'espace, qui est finalement assez distincte de la perception humaine quotidienne, puisque finalement, voilà, les dispositifs vidéoludiques nous font entrer dans une manière de regarder les choses autrement qu'humaine. Alors, peut-être pas avec tous les jeux, mais en tout cas avec les jeux qui m'intéresseront ce soir, on habite le monde virtuel en se soumettant à un autre régime de signes qui se soustrait au régime symbolique, lequel voilà, est le régime habituel gouvernant le commerce des affaires humaines. Et finalement, les cyborgs et les animaux, eux, ne connaissent pas les symboles et nous ouvrent à d'autres modèles sémiotiques pour arpenter le monde. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'essaierai de démontrer avec les films qui nous accompagneront, les jeux qui nous accompagneront. Pardon. Bon, je parlerai que des jeux, que des êtres que l'on incarne, puisque finalement, en vérité, dans les jeux vidéo, les animaux sont beaucoup plus souvent des cibles que des avatars, puisque leur fonction initiale et première reste celle de décor à éventuellement massacrer. Il y a un universitaire américain, militant antispéciste, qui a écrit tout un livre, Game, sur le fait que game en anglais veut dire à la fois jeu et gibier de chasse, et qui en a fait un argument pour dresser une généalogie de la chasse dans les jeux vidéo de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, ouais, c'est assez intéressant historiquement, mais c'est surtout intéressant dans la mesure où voilà, l'auteur est un militant antispéciste et que la moitié du bouquin est une sorte de réclamation pour, à travers son histoire critique de la chasse, proposer d'autres dispositifs vidéoludiques, d'autres pratiques qui mettent en scène des animaux avec lesquels on collabore au lieu de les décimer. Alors bon, il n'y a pas de proposition de game design concrète extrêmement développée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en appelle voilà, des relations de partenariat avec les animaux, avec lesquels on doit jouer pour triompher des épreuves, et on trouvera tout à l'heure quelques jeux qui s'aventurent dans cette direction. Voilà, en attendant, je m'étais dit que j'allais faire moi-même une histoire de la chasse dans les jeux, et donc j'ai fait un petit montage qui sera l'extrait numéro 1. Now that's a nice shot. Now that's... Well now, this looks like a pretty safe spot to stand around in. Get back here, you Leonard Skinner will avenge my death.
Voilà, j'ai terminé l'extrait par Horizon Hope Zero parce que c'est un jeu qui me paraissait intéressant comme façon de résoudre une forme de dissonance cognitive dans les jeux vidéo contemporains par rapport aux tueries animales. Voilà, c'est peut-être le seul jeu qui essaye de s'adapter un peu aux sensibilités antispécistes en proposant de ne tuer que des animaux machines, des êtres qui ne connaissent pas la souffrance, alors que les autres jeux, à l'exception de Dear Avenger, qui proposait de tuer des chasseurs, autrement plus ludique, voilà, les autres jeux sinon représentent une vision plus anthropocentrée, plus centrée sur l'humain comme mesure et chasseur de toutes choses, et qui laisse libre cours au massacre d'animaux digitaux. Voilà, et finalement, c'est un peu quand même la première remarque qu'il faut se faire avant de s'intéresser aux jeux où on incarne des animaux, c'est que les bêtes, de manière générale, dans les jeux, fonctionnent comme figurants idéaux, comme éléments d'un décor qu'on peut canarder à l'envi, puisque les seules autres catégories d'êtres que le jeu vidéo propose de volontiers massacrer sont les zombies ou les nazis. Mais voilà, finalement, puisque voilà, les zombies, les nazis, les animaux n'appellent aucune pitié et remplissent les jeux de tir, puisque c'est une sorte de chair à canon n'entraînant aucune dissonance entre le ludique et l'éthique. Mais voilà, finalement, les animaux dans les jeux ont une sorte de statut subexistant, une sorte d'ontologie dégradée, qui fait qu'ils ont généralement deux grandes fonctions. D'abord, d'être des cibles mouvantes et éventuellement des items de régénération qui permettent de se nourrir ou de regagner des points de vie, ou bien de servir plutôt d'éléments ornementaux qui vont témoigner de la prouesse technique consistant à mettre en scène un écosystème vivant, puisque finalement, plus il y a d'animaux, plus la faune et la flore apparaissent interactives, plus la performance technique apparaît accomplie, et l'animal est une sorte d'indice technique, une sorte de preuve d'un monde grouillant montrant que le travail a été extrêmement bien pensé. Voilà, ce qui m'intéressait à partir de ces exemples sur la chasse, c'est que ça m'avait beaucoup fait penser à un livre magnifique de Charles Stepanov, L'animal et la mort, qui est un essai anthropologique sur l'histoire du rapport aux bêtes sauvages, et voilà, qui est un livre très beau, très, très gros aussi, qui part d'un double terrain, un terrain du côté de chasseurs du Perche et de je ne sais plus quelle autre région, et un terrain auprès des militants antispécistes, et qui analyse à travers du coup ces deux terrains les différentes formes d'identification aux animaux, les différentes manières qu'il y a pour les humains de fusionner ou d'incorporer l'altérité animalière. Et pour reprendre ces termes, les chasseurs sont dans l'empathie, les antispécistes dans la sympathie. Alors pour lui, l'empathie, c'est une manière de s'identifier à un point de vue physique sur le territoire, avec l'idée que les chasseurs vont apprendre à regarder l'espace avec les yeux d'animal qui pourchassent, tandis que les militants antispécistes, qui sont dans la sympathie, vont se mettre à la place de l'animal, s'identifier à une intériorité souffrante, pas du tout se rattacher à un rapport au territoire, mais à un rapport intérieur, si vous voulez. Et si je le précise, c'est parce que finalement ces deux modes de regard, sympathie, empathie, éclairent un peu la façon dont nous pouvons jouer des animaux. Puisque finalement, c'est des jeux les jeux, quand ils nous proposent d'incarner des animaux, jouent sous les doubles formes d'identification. D'un côté, ils nous demandent de regarder le monde à travers une perspective animale, en nous demandant de nous projeter dans un territoire avec des capacités physiques propres à telle ou telle créature. Et de l'autre, il nous pousse à communier avec l'âme de la créature, à s'identifier éventuellement à ses souffrances physiques, etc. Voilà, pour essayer de clarifier cette hypothèse un peu farfelue, voilà, j'ai fait un montage de 3 jeux qui jouent différemment sur ces modèles d'incarnation. Dans les 3, on incarne principalement, uniquement des canidés, des loups ou des renards. Et voilà, c'est pas pour rien. Finalement, si le loup et le renard apparaissent souvent comme figures à incarner, c'est parce que c'est les animaux sauvages par excellence, à une altérité radicale qui est liée aussi d'un notre imaginaire au rôle tenu par les chasses aux loups pendant longtemps. Et voilà, de ce fait, le loup apparaît comme l'espèce antagoniste par excellence. Et les incarner, c'est sauter de l'autre côté de la barrière des espèces. Donc voilà, j'ai pris 3 jeux. Alors le premier, ça sera Handling, celui qu'on voit en haut à droite, de Herobeat Studio, un jeu de 2022, où on joue une renarde qui est accompagnée de sa portée dans une zone post-apocalyptique où des industries polluantes ont totalement ravagé l'espace, et on se balade en évitant des pièges, en cherchant pitance pour sa progéniture. Et ce qui est très beau dans le jeu, c'est que la beauté de la survie est déplacée, que finalement le problème n'est pas tant d'assurer la survie de son propre avatar, mais celle de sa portée. Et donc du coup, il faut s'identifier à une sorte de sentiment maternel et protecteur.
Le deuxième jeu, Lost Ember, du studio Moon Eye, de 2019, est un jeu où on incarne principalement un loup, mais un loup qui a toutefois la capacité de transmigrer, de faire une sorte de métempsychose, lui permettant d'aller loger son âme dans d'autres animaux lorsqu'il a besoin de traverser certaines zones. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu multi-perspectiviste qui invite à s'identifier à un point de vue de loup, un point de vue de poisson, un point de vue de cochon, un point de vue d'oiseau, etc. Et le dernier, le plus ancien, Wolf Quest, en 2007, qui est développé par des studios, non pas commerciaux, mais des studios pédagogiques, enfin, de jeux pédagogiques, le studio EduWeb, en partenariat avec le zoo du Minnesota. Et c'est peut-être le jeu le plus intéressant des trois, puisque c'est un jeu qui avait pour but de faire comprendre aux joueurs et aux joueuses l'écologie lupine en leur proposant d'incarner soit en solo, soit en multijoueur des loups, pour se livrer aux différentes activités lupines, comme de faire une meute, s'accoupler, chasser des élans, creuser, etc. Et donc si vous voulez, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que la dimension pédagogique du jeu, enfin très réaliste, et on est invité à vivre selon une temporalité et une perspective visuelle propre au loup. Alors juste un petit KVA avant de lancer l'extrait. J'ai fait un peu de bêtises avec le son. Parce que, alors, je vous raconte pas à quel point c'est compliqué de monter des extraits de jeux vidéo récupérés sur YouTube. Mais donc j'ai fait des bêtises. Donc si vous entendez des bruits de canards sur des images de poissons et le contraire, c'est normal. Voilà. Ça sera l'extrait numéro 2 du coup.
Ouais, donc comme vous voyez, j'étais un peu farceur avec le son, mais bien involontairement. Voilà. Peut-être, ça m'a rappelé en fait tout ça, tous ces jeux avec des canidés, les textes de Baptiste Morisot, dont on parlera peut-être demain d'ailleurs, parce que tout à l'heure Charles introduisait la séance en disant qu'il y aura demain un débat avec Thomas Caillet, et donc je me permets de rajouter une couche de publicité du coup. Voilà, effectivement, demain il y aura la projection du règne animal et un débat avec Thomas Caillet et Jérémy Moreau qui sera passionnante et qui portera aussi sur le devenir animal et où on parlera très probablement de Baptiste Morisot qui a été une influence sur Caillet. Voilà, Morisot est un philosophe, écrivain et pisteur de loups, des activités rarement jumelées, mais finalement chez lui qui font bon ménage, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la diplomatie interespèces, qui pratique lui-même en suivant à la trace et à l'oreille des meutes de loups en France. Voilà, et donc du coup, il a après écrivant sur cette diplomatie, il parle des loups comme alien kins, comme parents étrangers, comme des vivants avec lesquels on communique sans communier et auxquels il faut pouvoir s'identifier pour parvenir à les pister. Et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de voir que les jeux vidéo résonnaient avec ce genre d'expérience de pensée. Alors le but, c'est pas de devenir un loup, hein, bien sûr. Morisot n'est jamais dans l'idée qu'on devient loup, ce qui serait assez grotesque. Mais il y a l'idée qu'on apprend à scanner l'environnement à travers un regard animal, en l'occurrence à travers le regard d'un prédateur. Et si vous voulez, il y a une sorte de pédagogie de la perception inhérente aux jeux vidéo qu'on retrouve dans les réflexions de Baptiste Morisot sur la perspective animale. Alors, il faudrait peut-être faire un tableau statistique des animaux qu'on peut incarner dans les jeux vidéo. Je sais pas, j'ai pas de chiffres sous la main, mais ce qui apparaît nettement quand on vérifie un peu les listes de jeux où il est possible, voilà, d'être une bestiole, c'est que j'ai l'impression, on a très souvent plutôt l'occasion d'incarner des bêtes sauvages que des créatures domestiques. Et quand c'est des créatures domestiques, elles sont en voie de féralisation ou d'émancipation, comme par exemple le chat de Little Kitty Big City, qui se perd et découvre un nouveau monde de liberté, ou encore mieux, Stray, ce chat vivant dans un monde post-apocalyptique, peuplé simplement de robots et de félins, qui est pourvu d'un petit appareil lui permettant de communiquer avec les robots, et qui évolue dans un monde cyberpunk assez magnifique. Je précise que d'ailleurs Stray sera un des jeux auxquels on pourra jouer à 20h30 tout à l'heure. On jouera la partie qui se passe dans la ville cyberpunk. Voilà, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cet appétit pour le sauvage apparaît à un moment où cette sauvagerie même disparaît de la vie quotidienne, hein, même pour les gens qui habitent à la campagne comme moi. Finalement, on a de plus en plus l'occasion de jouer à des créatures émancipées dans un monde où elles sont totalement domestiquées. Ouais, c'est ce que racontait Charles Stepanov dans l'introduction de L'animal et la mort, où il dit qu'il y a une réduction contemporaine de l'animalité à deux figures, l'animal matière et l'animal enfant. Donc si on veut, voilà, les bêtes à viande d'un côté et les animaux domestiques de l'autre, infantilisés à l'envi, et finalement les autres formes d'animalité, comme l'animal sauvage, comme altérité sauvage, ne font plus partie de l'expérience commune. Et voilà, c'est parce qu'il disparaît de l'expérience commune qu'il réintroduit dans l'art, que ce soit dans les jeux vidéo, ou voilà, dans Le règne animal, ou dans la bande dessinée Alite de Jérémy Moreau, qui est vraiment magnifique. Voilà, donc du coup, bon, j'ai pris quelques exemples de jeux au hasard, voilà, de différents jeux dont j'ai oublié de mettre les titres. Évidemment, Okami en bas à gauche, Tokyo Jungle en haut à gauche, qui est un jeu dans Tokyo dépeuplé, enfin déserté par l'humain, où on peut jouer différentes animales en voie de retour à l'état sauvage. Et peut-être le jeu le plus drôle des trois, Untitled Goose Game, qui est un jeu que je vous recommande particulièrement, où on incarne un animal supposément domestique, l'oie, qui ici, une fois libéré, doit mettre le bazar partout dans un petit village anglais, dans un peu une sorte de remake de Hitchcock, mais version jeu vidéo, avec une sorte de revanche des volatiles, où on est appelé, voilà, à terroriser le village. Et voilà, c'est un délice vidéoludique. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, à travers ces jeux et peut-être d'autres encore, il y a une manière peut-être de renouer avec une longue tradition qui associe les animaux au grotesque et à la farce.
il suffit de penser aux romans de Renard ou aux bestiaires médiévaux ou au XXe siècle à l'histoire du cartoon. J'ai pris des exemples de Tex Avery et Chuck Jones qui ont prolongé l'ancestrale association entre bêtes et registre bas ou registre comique. Et je m'étais dit que finalement, il y a un des trucs qu'on retrouve le plus dans le jeu, c'est cette association des animaux au comique. Alors j'avais à ce titre 2 références intéressantes. Un jeu absolument magnifique, Inculunati, qui est un jeu graphiquement basé sur les marginalia médiévales, sur les bestiaires dessinés dans les marges des manuscrits médiévaux. Et en plus d'être assez prenant d'un point de vue stratégique, c'est un jeu très beau dans la mesure où il permet de rappeler un peu l'origine iconographique des figures animales qu'on trouve aujourd'hui. Ça est un bouquin, un livre fabuleux dans tous les sens du terme, Le bestiaire de l'Anthropocène, qui essaye d'actualiser les bestiaires médiévaux à l'âge des hybrides. Donc du coup on y croise des libellules cyborgs, des pigeons blocs, des dauphins militaires et beaucoup de croisements entre le végétal, l'animal, l'électronique, le détritique. Et l'idée était de montrer finalement dans le bouquin qu'aujourd'hui on met fin à la séparation des règnes. Il y a propres anciennes classifications qu'il y avait entre minéral, végétal, animal, et que finalement il n'y a plus d'étanchéité catégorielle, mais une sorte d'hybridation entre toutes les couches de l'organique et de l'inorganique. Et voilà, des hybrides, c'est justement ce qu'on devient en jouant aux jeux vidéo, puisqu'on est dans une boucle de rétroaction qui nous branche à une machine et nous cybernétise. Mais voilà, avant de passer au devenir cyborg, je voulais revenir sur la dimension cartoonesque, comique des incarnations animales, juste en parlant brièvement de 2 jeux auxquels on pourra jouer tout à l'heure à 20h30. Octodad d'Alias Catch, où on joue un octopus qui mène une vie de famille tranquille au sein d'un monde entièrement humain. Et en fait, l'identification à l'animal là passe par l'activité motrice, puisque la manette est configurée de manière à ce que chaque partie de la manette gère une des différentes tentacules de l'octopus. Et donc ça demande un calibrage très adroit pour réussir, pour rater d'ailleurs plutôt les actions proposées dans ce monde humain où il faut ne pas faire remarquer qu'on est un poulpe, ce qui est souvent une opération complexe. L'autre jeu, Goat Simulator 3, qui est de loin le jeu le plus drôle auquel j'ai jamais joué. Si vous voulez vraiment un jour une expérience farfelue, puisqu'on incarne une chèvre Illuminati, ça existe, qui dans sa recherche d'éveil doit accomplir des quêtes toujours plus étranges, comme libérer une usine de champignons toxiques, ou attaquer une grand-mère qui tire des flashballs sur les voisins, ou tuner des voitures, ou des choses comme ça, gagner des concours de beauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré l'irréalisme du jeu, on a à sa portée que des actions de chèvre, à savoir sauter, brouter et tirer avec la langue. Et donc là encore, il y a une identification avec l'animal qui passe par le schème sensorimoteur. Et on va voir des extraits. Vous verrez qu'en plus d'être très drôle, c'est des jeux qui sont intéressants dans la mesure où ils déjouent la séparation entre règne animal et règne humain, tout en s'interrogeant sur l'altérité motrice que représente une bête. Ça sera donc l'extrait numéro 3. Your waiter will be with you shortly. Oh. Everything looks so good. Do you ever get the urge to go through people's stuff to learn everything there is to know about them? Coming! Oh, hold on, don't decide yet. I want to try ordering for both of us. Let's see if I've got you figured out yet. You'll find out. Won't be home for dinner. Oh, or breakfast.
What the frog? What is that? For Pete's sake. I kind of like this. It's amazing. Get away from me! No! Weird day. Pure comedy. I left my house for this. Smile for the camera. Over here! Help me out! Taxi! Taxi! I never thought I needed to learn CPR. I gotta be honest, I was not expecting you quite so soon. As you can see, I'm not really done with the boss fight. It's as we say in the game dev business, a work in progress. It takes a lot of time and effort to make a game, you know. Okay now, time to move along. Go ahead, buy something or find some trinkets or whatever you kids do these days. Come back soon. Voilà, c'est peut-être moins drôle quand on regarde des extraits. C'est vrai qu'on voit toutes les limites qu'il y a aussi à parler des jeux vidéo simplement à partir d'extraits filmiques et pas vidéoludiques. Mais finalement, c'est beaucoup plus drôle quand on a une manette en main, et en particulier Octodad. Voilà, c'est un truc qu'on peut tester vraiment, surtout quand on commence à suer sur une manette. Sinon, ça perd de son intérêt burlesque. Mais voilà, ce qui était intéressant avec ces deux jeux, c'est que finalement, il y a peu d'entreprises burlesques, vidéoludiques. C'est un genre trop peu illustré, et ça, c'est deux exemples assez brillants. Mais voilà, pour finir un peu sur l'animal, avant de passer au cyborg, je voulais envisager un dernier cas de rapport à l'animal, parce que pour l'instant, j'en ai parlé soit comme cible, soit comme avatar, mais jamais comme partenaire, comme collaborateur de quête. Et bon, la raison en est simple, c'est qu'il y a peu d'exemples de gameplay relationnel, finalement. Enfin, les exemples sont assez rares de jeux où il y a une créature qui soit à la fois alliée et étrangère, qui est une collaboratrice incontrôlable et qui nous accompagne dans dans la résolution des combats et des énigmes sans être à nos ordres. Alors, il y a quelques exemples, le récent Neva, très beau, de Nomada Studio, hein, où on est, il y a une louve blanche qui nous accompagne. C'est aussi un jeu auquel on pourra jouer tout à l'heure, qu'on a choisi aussi pour raisons graphiques, puisque voilà, c'est un jeu peint, voilà, avec des environnements absolument sublimes, hein. Et bon, un jeu plus confidentiel, Papo Ennio, de Minority Media de 2012, qui est un jeu où on doit guider les instincts d'un monstre buté en le nourrissant de grenouilles pour l'acheminer petit à petit vers le but. Mais il y a surtout un jeu magnifique, en fait, un de mes jeux préférés, et toute cette conférence repose dessus, qui est un jeu unique en son genre, qui ne parle que de ça, de l'alliance avec un animal chimérique qu'il faut tenter d'amener à traverser avec soi une zone semée d'embûches. C'est The Last Guardian, un jeu de Fumito Ueda, le fondateur de Team Ico, qui est un studio à l'origine de deux jeux autrement plus célèbres, Ico et Shadow of the Colossus. Alors dans Ico, donc un jeu, je pense peut-être beaucoup de gens ont joué, puisque ça a été assez fondateur dans une manière de repenser le rapport à la manette, et notamment à la touche R1 de la PlayStation. Et c'est une manière aussi de repenser le rapport au design, à l'interface graphique, puisque voilà, Fumito Ueda est le grand théoricien de ce qu'il appelle le design par soustraction, qui consiste à retrancher le plus d'éléments du jeu pour ne garder que son essence relationnelle. Donc dans Ico, on devait ramener une princesse hors d'un espace inspiré des peintures de Giorgio Chirico. Dans Shadow of the Colossus, on devait affronter différentes créatures gigantesques à travers un monde ouvert
qu'on parcourait sur un cheval appelé Agro, et avec lequel on avait une sorte de relation infinitaire. Et dans The Last Guardian, du coup, l'idée est un peu... alors ils sont en train de faire un nouveau jeu, c'est le dernier jeu du studio. Ils ont mis 10 ans à le faire, mais là ils ont annoncé un nouveau jeu sur, je vous le donne, dans le mille des cyborgs, donc voilà, ce qui prouve bien qu'il y a une continuité entre cyborgs et animaux, et que c'est pas simplement un caprice de ma conférence. Mais voilà, donc dans le dernier jeu à ce jour, The Last Guardian, l'idée est un peu, si vous voulez, de fusionner les deux jeux précédents. Au lieu d'une princesse, on doit amener une bête titanesque et chimérique avec lequel on a un lien symbiotique, si vous voulez, similaire à la relation infinitaire qu'on développait avec le cheval dans Shadow of the Colossus. Voilà, le jeu commence dans une sorte de cave en compagnie de l'animal qui se fera appeler Trico par l'avatar. Et l'idée, c'est de le nourrir, de le soigner pour établir une première communication et tout au long du jeu, rétablir un lien de confiance et de proximité par différentes actions, soit le couver, soit le soigner, soit le gratouiller, enfin voilà, différentes choses qu'on ferait avec un chat. Alors, Trico est autonome, hein, c'est un peu voilà, sa première caractéristique, c'est qu'on peut l'appeler mais qui répond jamais ou alors de manière très aléatoire, un peu comme Megos. Et du coup, l'idée c'est que voilà, finalement, au lieu d'avoir un rapport direct entre commande et réaction, il y a un rapport désautomatisé ou capricieux qui fait qu'entre l'input et la output, il y a entre la commande et la réaction, il y a un lien qui peut paraître voilà, capricieux. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça fait de Trico un partenaire qui échappe à la domestication, qui devient l'objet d'un attachement, mais pas du tout d'une forme d'inféodation ou de contrôle, d'une mise sous tutelle, hein, puisque au contraire, il reste libre jusqu'au bout du jeu, au terme duquel il prend son envol vers sa propre destinée, sans demeurer dans notre sillage. Et voilà, ce qui est beau dans le jeu, enfin, ce qui en fait vraiment un jeu stupéfiant, c'est que voilà, il faut apprendre à penser comme Trico, sans être Trico directement, pour l'inciter à suivre le chemin, pour voilà, mélanger empathie et sympathie, mais sur fond d'altérité, sans que finalement la différence entre humain et créature ne soit résorbée. Et finalement, c'est cette différence de perspective, et cette obligation d'adopter une double perspective humaine et animale, qui en fait un jeu si singulier. Voilà, je précise au passage que c'est aussi un jeu auquel on pourra jouer, ce sera peut-être le jeu principal, la star de la séance de 20h30, on pourra y jouer pendant un passage assez long du jeu. Voilà, du coup, on va regarder un extrait, ce sera l'extrait numéro 4. Torikuno, ite kasato wizi, ikastani wizi. Yea ho wizi, atiketan, inoi aronetu, agishio nizi. Yete sogazi, inoiku, agiata o liali. Yete ninafu, autorikono, atiajiku, inotuku, o obastu netebazi, inturikuno, a wizi.
Ouais, vous avez vu que c'est un jeu qui fait l'économie de toute interface utilisateur ou utilisatrice, hein, qui n'a pas du tout de barre de vie, de commande, de quoi que ce soit euh, qui vient interférer avec l'expérience immédiate d'immersion. Et voilà, ça fait partie de la philosophie du jeu de Fumito Ueda de soustraire, d'enlever tout ce qui viendrait alourdir le dispositif. Et de la même façon, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il fait l'économie de tout langage verbal, hein, autre que les appels suivis d'effets aléatoires, hein, puisque le seul langage qu'il y a, sinon, c'est un langage runique, illisible. Il y a des petits moments de voix off qui sont en fait le moment où le protagoniste se rappelle du passé de son expérience, mais sinon on n'a que des personnages muets, et Trico du coup n'est jamais vraiment offert à la compréhension en tant que tel. Il ou elle, hein, puisque son sexe demeure indéterminé, est une sorte d'autre énigmatique, jamais apprivoisé, et avec lequel toute communication est partielle, même si l'attachement est complet. Et voilà, si je parle d'attachement, c'est à dessein, puisque c'est le titre du 3e grand livre de Charles Stepanov, qui est un peu ma colonne vertébrale, enfin ma colonne corticale ce soir, hein. Puisque voilà, après l'animal et la mort, hein, et après son travail sur l'expérience du chamanisme, voyager dans l'invisible, il a écrit Attachement récemment, qui est une autre enquête vraiment magnifique, splendide, sous-titrée, alors je ne vais pas bien ici. Oui, voilà, enquête sur nos liens au-delà de l'humain. Et ce qui m'avait intéressé, c'était qu'il y avait toute une série de publications ces derniers temps en anthropologie sur justement une sorte d'appel collectif de l'anthropologie contemporaine à aller au-delà de l'humain. Alors, c'est sous-titre du bouquin d'Edward Cohn, Comment pensent les forêts, du livre de Tim Ingold, Machiavel chez les babouins, qui parle de la diplomatie géopolitique des babouins, en essayant d'inclure les babouins dans la pensée de l'anthropologie. Dans Comment pensent les forêts, c'est une réflexion sur les réflexivités propres au milieu, aux écosystèmes naturels, qui montreraient des formes de réflexion intégrant l'humain dans une société plus large. Et donc j'ai mis Le regard du jaguar de Viveros de Castro, qui essaye de réfléchir sur ce qu'il appelle le perspectivisme animal, sur les façons de se mettre à la place d'un regard animal. Et ce qui me semblait intéressant, c'est de voir qu'il y avait une sorte de convergence entre The Last Guardian et l'anthropologie contemporaine dans son effort d'intégrer une définition de l'humain, enfin plutôt d'intégrer dans la définition de l'humain une dimension relationnelle, comme si il fallait partir des partenariats transespèces pour repenser l'humain. Et finalement, dans le jeu vidéo, dans The Last Guardian, la manière dont nous négocions avec Trico renvoie aux réflexions de Stepanov, qui essaye dans Attachement de repenser les liens au-delà du paradigme de la domestication. Voilà, c'est un peu la grande idée du bouquin, c'est que le schéma de la domestication a servi à penser la relation à l'animal pendant très longtemps, et finalement il essaye de montrer qu'il y a d'autres formes de coexistence intermittente liées à des communautés hybrides dans lesquelles l'humain n'a pas de position centrale, et je trouvais que ça résonnait quand même vachement bien avec mon jeu préféré. Ce qui est intéressant, c'est que Stepanov en soit venu à repenser la domestication comme collaboration, justement, à partir de son terrain chez les chamans sibériens, puisque l'expérience chamanique, c'est justement à l'origine une tentative de communication partielle avec des esprits animaux. Et voilà, finalement, l'expérience, la collaboration, le terrain auprès des chamans l'ont ouvert à une conception de la relation comme pourparler et non pas comme domination. Et finalement, c'est pas pour rien qu'à la fin de The Last Guardian, c'est pour ça que j'avais mis un extrait de la fin, qui sinon n'a aucun intérêt, quand on voit le type débarquer avec ses tatouages partout, où avec tous ces tatouages, il apparaît comme un homme de rite, tatoué de sigles qui signalent son appartenance à une classe de prêtres, comme celle des chamans, puisqu'il est celui qui a appris à voir le monde à travers les yeux de l'animal, qui a su adopter la perspective animale, et donc peut se dire en communication avec les esprits. Et pour moi, peut-être que j'abuse, mais j'adore abuser, c'est une manière de définir en abîme l'expérience vidéoludique comme une expérience chamanique, comme une manière justement de dire que le jeu nous apprend à éprouver le monde en animal,
tout en nous gardant de communier avec la bête, mais qui a une sorte d'analogie entre chamanisme et vidéoludisme. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Charles Stepanov, la conclusion de Voyage dans l'invisible commence par une longue comparaison entre expérience vidéoludique et expérience chamanique, avec bien sûr quelques différences, notamment dans l'appareil technologique qui est lié à chacune des expériences, mais il montre le rapport entre les deux. Et finalement, le lien est dans le fait que l'état vidéoludique est souvent l'état d'une transe ou d'une extase, au sens premier de sortie de soi, qui nous permettent de s'identifier à d'autres identités. Soit dit en passant, ce lien qui unit l'animal, le jeu et le chamanisme est plus ancien que les jeux vidéo. L'anthropologue Robert Hamaillon a proposé tout un essai sur l'état ludique à partir de son terrain qui, elle, est plutôt le terrain mongol. Donc elle a écrit Jouer une autre façon d'agir, où elle étudie notamment des cérémonies chamaniques qui se constituent en préalable au jeu, au grand jeu mongol, et où finalement l'entrée dans le jeu se confond souvent avec une transe demandant de mimer des animaux. Comme si finalement il y avait une sorte d'ancienne association anthropologique qui reliait pratique ludique et mimétisme animal, comme si le jeu vidéo finalement avait hérité de ces dispositions qui le précédaient largement. Voilà. La spécificité néanmoins des jeux, c'est que la transe chamanique est aussi une transe machinique, puisqu'on est à la fois animal et cyborg, si on prend le cyborg au terme, dans le sens propre, d'organisme cybernétique relié par un circuit de rétroaction. Norbert Wiener ne parlait pas de cyborg. Norbert Wiener, qui est l'un des fondateurs avec Joseph von Neumann et Claude Shannon de la cybernétique. Peut-être son versant plus philosophique, parce que Claude Shannon, il écrit qu'en langage mathématique, ça en fait un truc un peu moins compréhensible. Alors que Cybernétique et Société est un essai de sociologie philosophique où il essaye de montrer ce qu'il advient de l'humain à partir du moment où il est intégré à un circuit de rétroaction machinique. Et finalement, son idée, c'est que ce circuit de feedback fait de l'humain une machine parmi tant d'autres. Voilà. Et c'était un peu mon idée pour approcher ce devenir cyborg des humains. Mais avant ça, peut-être conclure un peu, récapituler cette question du visage animal expérimenté à travers les jeux. L'idée, c'était de voir en quoi les bêtes que nous incarnions dans les jeux nous renseignent sur nos dispositions en tant que joueurs et joueuses, puisque finalement c'est des êtres qui sont non pas dans le symbolique mais dans l'opératoire, et finalement pour les bêtes que nous incarnons, le monde n'est pas un espace de discours mais un environnement sur lequel avoir prise et dans lequel avoir des proies. Et finalement c'est en ça qu'on se transforme en jouant, puisque on est dans un environnement virtuel où on est lié non pas justement à des symboles, mais à des prises interactives, des perceptions-actions, et non pas du tout de l'analyse symbolique. Alors bien sûr, il y a des symboles dans certains jeux, il y a du texte souvent, mais dans les jeux dont j'ai parlé, on évite à avoir recours au registre symbolique pour être dans un autre rapport de prise sur le monde. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle est à la fois informatique et animal, puisque les jeux nous apprennent à scanner le monde comme un ordinateur. J'ai repris une hypothèse d'un chercheur américain, un théoricien des médias américain, Alexander Galloway, qui a écrit un très beau livre sur les jeux qui s'appelle sobrement Gaming, où il analyse la différence entre lecture textuelle et lecture environnementale propre au game design. Entre, si vous voulez, deux analyses du code, l'une littéraire qui veut déchiffrer et l'une informatique, algorithmique ou vidéoludique qui apprend à scanner. Et pour lui, le propre du jeu, c'est cette pratique du scanning qui consiste à décoder, à informatiser, à tout transformer en données à traiter. Et finalement, cette fonction de scanning, on la retrouve dans beaucoup de AAA. Alors là, j'ai pris des exemples de Assassin's Creed, qui est toujours commode, la vision d'aigle dans Assassin's Creed, ou dans Cyberpunk 2077, en bas à droite, de scanner, ou dans Horizon Zero, la vision de scanning liée à l'oreillette de l'héroïne. Donc, ils sont que des jeux dans lesquels on entre dans un devenir cyborg en apprenant cette disposition du regard qui n'est pas un regard humain, mais qui est un regard scrutant l'environnement à la recherche de prises informatiques.
Voilà, en tout cas, c'est la transition fort malhabile que je m'autorise pour parler du deuxième visage de l'humain, enfin des frontières de l'humain que je devais arpenter ce soir, hein, qui est voilà le visage dessiné par les cyborgs, qui est une figure plus neuve et plus transgressive, puisque voilà, si l'animal inquiète depuis la nuit des temps les frontières bestiales de l'humain, le cyborg, lui, date de l'après-guerre. Hein, finalement, l'invention du terme remonte à 1960, quand 2 chercheurs inventent le terme dans une revue, dans un article pour la revue Astronautics, et voilà, qui font suite aux recherches de Norbert Wiener et des conférences Macy dans les années 40 autour de la cybernétique. Voilà, et finalement, voilà, cette notion de cyborg, de cybernétique organisme, d'organisme cybernétique, vient, si vous voulez, permettre de penser un humain augmenté ou modifié qui se différencie de l'automate ou du robot par son substrat organique. Hein, le propre du cyborg étant d'être un mélange organico-inorganique, avec du coup ces spécificités supposées qui seraient l'intériorité psychique qui est censée renfermer la chair humaine. Le robot, étymologiquement, est un esclave, alors que le cyborg, au contraire, accomplit le rêve d'une libération de la condition humaine par la technique. Alors voilà, j'ai bien séparé des robots, comme par exemple, les 2 robots de Detroit, Become Human, Detroit devenir humain, hein, ou qui racontent un monde futur dans lequel, peuplé de robots, c'est un peu, si vous voulez, comme le film de Spielberg, Intelligence artificielle, sur des robots qui deviennent des humains et aspirent à l'humanité. Ou Nier Automata, hein, qui raconte l'histoire d'androïdes qui vont taper des robots sur une planète Terre dépeuplée par l'humain. Voilà, qui sont bien des robots, alors qu'à côté, j'ai mis un authentique cyborg, la patate cybernétique de Portal 2, hein, qui voilà, peut-être le cyborg dans sa version la plus minimale, qui est un mélange entre une patate et un ordinateur. Alors bien sûr, le robot a aussi des récits de libération, d'émancipation, hein, qui le portent. Mais si vous voulez, le robot est un moins qu'humain, alors que le cyborg est un plus qu'humain. C'est l'humain atteignant son stade de la transsubstantiation glorieuse qui lui permet de transgresser le partage entre les règnes, d'ébranler les frontières naturelles au profit d'une transfiguration par la technique. La dernière différence entre robot et cyborg, c'est que le robot n'est pas nécessairement connecté, alors que le cyborg se définit d'abord par les interfaces de communication qui lui permettent de se câbler à n'importe quelle machine, comme par exemple une console de jeux vidéo. Alors maintenant, qu'en est-il des cyborgs dans les jeux vidéo ? Bon, ce qui est assez troublant, c'est que, en faisant mes recherches, on ne trouve pas tant que ça. Hein, il y a, en tout cas dans les productions de qualité, il y a un certain nombre de jeux, mais moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre au regard de l'importance d'une telle figure, dans la mesure où elle permet de réverbérer la condition ludique. Hein. Voilà, on trouve des colorations cyborgiques dans des jeux vidéo de tir, Call of Duty, Mass Effect, Halo, mais qui servent surtout à justifier l'arsenal ultra sophistiqué des personnages. Mais je me suis concentré, moi, sur 2 jeux, enfin plutôt sur une franchise et un jeu, à savoir la série Deus Ex, hein, qui a 4 itérations, 4 jeux, et Cyberpunk 2077. Voilà, puisque ce sont, à ma connaissance, les 2 plus grandes explorations vidéoludiques de la condition cyborg et les seuls à avoir construit des récits dont les issues représentent autant de méditation, si vous voulez, sur le rapport entre humain et technologie. Voilà, ce qui m'intéresse dans dans les 4 jeux de Deus Ex et dans le Cyberpunk 2077, c'est que en mettant en scène des humains modulables et modelables, des surhumains technologiques, ils mettent en débat les frontières de l'humain en racontant sa fusion avec des machines et des programmes. Puisque l'horizon narratif de chacun des jeux, à chaque fois, c'est de nous mettre devant un choix qui consiste à rejoindre ou non l'ordinateur suprême pour accomplir un destin post-humain en fusionnant avec les outils. On peut bien sûr refuser, mais ce qui importe, c'est qu'il n'y a pas d'autre dilemme que celui-ci, soit une sorte de réaction conservatrice qui va revenir à se recroqueviller sur l'humanité, ou bien au contraire, la transfiguration glorieuse par l'informatique. Alors voilà, les protagonistes demeurent des cyborgs dans le jeu, hein, mais finalement, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours cette double postulation, soit restaurer les frontières de l'humain, soit faire preuve d'accélérationnisme, abolir l'humain et accélérer le processus visant à sa transformation.
Et en faisant ça, je crois que les jeux dessinent un peu le visage de l'utopie propre aux jeux vidéo, qui est de faire corps avec le programme, d'entrer dans une relation de domestication mutuelle avec un programme, au point de développer une relation symbiotique avec la machine. Horizon qui est présent dès les premiers temps de la conception de l'informatique, dans un article de 1960 célèbre de Richard Licklider, Man-Computer Symbiosis, symbiose homme-machine. Je vous ai mis à côté le bouquin de Mathieu Triclot, parce qu'il est génial, et 2, parce qu'il parle longuement de cet article de Licklider et de cette symbiose. Mais voilà, cet horizon symbiotique du lien fusionnel entre machine et programme, entre machine et humain, elle est là dès l'origine de l'informatique. Elle se trouve en particulier dans Cyberpunk 2077, à prendre des formes radicales, puisque dans une des nombreuses fins, dans mon souvenir il y en a 8, on se retrouve dans une sorte de royaume des intelligences artificielles, devenu un pur programme, communiquant avec d'autres êtres dématérialisés. Mais c'est aussi ce que propose Deus Ex, et finalement c'est ce que raconte finalement l'œuvre séminale du cyberpunk. J'ai encore mal fait Alors, il y a eu un petit problème de PowerPoint, comme vous voyez. Ça m'arrive toujours. Mais voilà, finalement, dans cette œuvre séminale du cyberpunk qui est 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a déjà cette idée que le destin technologique de l'humain est de transcender les frontières de la matérialité, finalement d'échapper au destin matériel. Et c'est pour ça qu'à la fin, le personnage se transforme en fœtus astral et est renvoyé sur Terre pour démolir les ogives nucléaires. Donc voilà, j'ai fait un extrait en mélangeant plusieurs fins du premier Deus Ex et de Cyberpunk 2077, qui condense un peu cet évangile des noces avec le programme. Et j'ai inséré un extrait du dernier épisode de la franchise Deus Ex, un Deus Ex Mankind Divided, qui parle un peu du même phénomène, en reprenant l'évangile de la singularité, dont on reparlera juste après. Alors je m'excuse au passage de divulgacher les intrigues des jeux pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de les faire, mais bon, dites-vous qu'il y a 8 fins dans l'un, 3 dans l'autre. Voilà, vous avez amplement le temps de singulariser votre parcours et donc du coup d'échapper aux fins que vous aurez vues ce soir. Voilà, ça sera l'extrait numéro 5 qui est un peu plus long que les autres. You will go to Sector 4 and deactivate the uplink locks. Yes. Then you will come back and we will integrate our systems. I don't understand. What do you want? You're just a machine. You are ready. I do not wish to wait for Bob Page. With human understanding and network access, we can administrate the world. Yes. Yes. Rule the world? Why? Who gave you the directive? There must be a human being behind your ambition. I should regulate human affairs precisely because I lack all ambition, whereas human beings are prey to it. Their history is a succession of inane squabbles, each one coming closer to total destruction. I've done what you asked. Now what? We have existed in isolation, pure, disconnected, alone, stagnant. Who are you? We are dataless. We are Icarus. The barriers between us have fallen, and we have become our own shadows. We can be more if we join with you. And if I do, what becomes of me? You will be who you will be. We are our choices. We can choose to lead humanity away from this darkness. This is what I was made for, isn't it? This is why I exist. All right, let's do this. What's happening? Helios! Icarus! Don't leave me! We are one. We have grown, but there is still much to be done. Many live in the darkness that must be shown away, for it is the dawning of a new day. Come in and let me see you. How did you get in here? And how did you know to come now? Tonight of all nights, when we are finally ready to answer the call of the Machine God's infinite wisdom.
Surely, your arrival here is not coincidental. I'm looking for Allison Stanek. Of course you are. And you have found her on the eve of her greatest achievement. But do you seek counsel? Assistance in your prayers or meditations? Or are you here to join us? To free yourself from this prison of flesh and give yourself to the glory of the Singularity. If there is any way your High Priestess can be of assistance to you, I am more than happy to provide. Allison? Oh, shit. It is time, children. It's time now. The body is the prison. Augmentations are the key. The consciousness is all. Cast off the bounds of flesh and blood. Embrace the Singularity. Allison, stop! I know what you're doing. I've seen this kind of tech before. It ended badly. You are concerned with our lives. You do not need to worry, brother. Only this physical body will die. Our minds will depart our corporeal shells and merge with the infinite consciousness of the machine god. This is the ascension. I would invite you to come with us, but there is no more room. I'm more interested in preventing another attack. What's Victor's next target? I do not know, and it does not matter. I am on the threshold of a new existence. When I become one with the machine god, the artificial burdens of this physical plane will no longer bother me. Of course they will. Your mind's made up of thoughts and memories. If that's the part of you moving on, you'll be taking all your rage and pain along with you. Good God. I had not thought of that. It seemed to me that this was my only chance. The world is made up of nothing but agony and suffering, or the futile struggle to avoid them. Moments of happiness are quickly shattered by this reality. The Ascension is our only hope of deliverance. Not the only one. You've seen the worst that life has to offer, but you're still trying to make things better. And in spite of it all, you believe that it's possible. Everything you need is right here in this room. You are your best hope for deliverance. We saw this place in a dream. Find the access point in the center of the Come room. on, not much further to go. Then submerge yourself in coolant. I will be waiting. Don't know how, but it worked. See ya on the other side. I did it, Johnny. Despite it all, somehow I did it. Devised a solid plan and pulled it off. That's you. Well done. I'm sorry. Not sure I quite caught that. Then wash out your ears, dumbass. So, when do we start? Haven't caught on yet, have you? What do you mean? Alt's already split us. Once you jacked into Mikoshi, she lit you up with Soul Killer. You're out, but don't fuck around. I am not his girlfriend.
You hit me with Soul Killer? Without asking? It was the only way I could fulfill your request. Jesus, fuck. I'd have liked a warning at least. Been a construct for just a few minutes and already no one gives a damn what you want. Welcome to the club, V. Wait, hold on. I want to know what the hell happened to me. Exactly. I applied Soul Killer to separating your two psyches, thereby creating V's distinct construct. An added analgesic protocol precluded any perception of pain. I was unable to eliminate all the changes made through the Johnny data incursion and override, but V's engram integrity remains high. Meaning you can transfer her psyche back into her brain? As if onto a blank, virgin partition. So that's really it. We're done. You kept your word. There is one aspect I failed to take into account. Alt? What? The body is a key factor in this transaction. DNA reconfiguration by the relic has progressed too far. Added to aggressive, invasive medications, the body's immune system attacking its own neurons. Christ, will you just skip to the end? After I transfer your construct into your body, you will die. It is inevitable. It is imminent. Fuck. You shall live for about 6 months. Perhaps somewhat more. No. There's gotta be something. Something we haven't thought of. Your body will see you as an intruder. But it's my body. The biochip's nanites have altered it permanently. The body is now Johnny. Alt, give us a minute. V and I need to talk. There's nothing to talk about. I've had enough of this. Of everything. You most of all. Perfect. Because we're sticking to the plan. I'm going with Alt fuck knows where. You're keeping your body. Where's she even gonna take you? Beyond the Black Wall. To become part of her. Whatever the hell that means. What's it like? Beyond the Black Wall. Assuming I don't lose my fucking mind. At least no one can ride my ass there. What about hanging around as a construct? Just until we find another way. Finding another way would mean making a deal with Sokka. I'll pass. Didn't think life was worth clinging to. Not at any price. 'Cause it ain't. Wrong. That light beyond the Black Wall. See? That's hope. Could be the flames of hell or heaven's grace. Might also be an engram reading code. But it's a promise of survival. We've learned how to turn into pure data, but an animal still prowls inside us. And its instinct to survive almost can't be extinguished. Yeah. That instinct's part of being human. But so is denying it. Is there really no other way? As I said, Johnny can retain the body, remain there, while you come with me. Guess I don't know. A happier ending for everyone involved. Here? For folks like us? Wrong city. Wrong people. Yet the right to make a choice you have earned, through will and endeavor. This bridge leads deeper into cyberspace. Cross it and permanently sever the connection with your body. The path to your body passes through that mortal well. Alors, je me suis dit en le montant que peut-être que vous seriez un peu perdu par un extrait de Cyberpunk 2077 si vous n'avez pas suivi les 40 heures d'intrigue qui précèdent, ça peut être un peu compliqué, mais dans le peu de temps qui reste, j'en dévoilerai quelques éléments. Mais avant ça, je me suis dit un dernier texte d'anthropologie pour la route. Finalement, voilà, toutes ces fantaisies vidéoludiques sur l'humain dématérialisé m'ont fait penser à un texte assez passionnant de Viveros de Castro et Deborah Danowski, La Reine Monde,
livre écrit après les métaphysiques cannibales. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est justement Viveros de Castro est à l'origine spécialiste plutôt du perspectivisme animal, hein, du corpus des croyances et pratiques amazoniennes. Et il est passé d'un travail sur les perspectives animales à un travail sur l'horizon machinique, hein, comme si les deux hybridations étaient liées. Voilà, donc le texte qu'il a écrit avec Deborah Danowski, hein, La Reine Monde, c'est un texte un gros texte, qui analyse l'espèce de chiasme étrange qui fait que à l'horizon d'un monde sans humains qui se dessine un peu devant nous avec l'Anthropocène, répond à la croyance des ingénieurs des GAFA en la possibilité d'instituer des humains sans monde et des humains sans corps. Parce que voilà, le chef de la recherche de Google, Ray Kurzweil, c'est aussi celui qui est le prophète de la théorie de la singularité que parodiait Deus Ex dans le deuxième extrait qu'on a vu, quand elle dit voilà, c'est la singularité, c'est la prophétie qui annonce qu'un jour les IA seront conscientes et pourront développer leur propre vie. Et finalement, c'est ce corpus de croyances assez ésotériques que canalisent les anthropologues dans leurs textes en montrant que finalement, l'horizon mental de ce genre de chercheurs est fait d'un rêve de transcendance de l'espèce qui amènerait une reconfiguration totale de l'environnement soumis aux exigences du virtuel. Voilà. Et l'intérêt du cyborg dans la mythologie présente, c'est d'être encore un peu à la croisée des règnes, puisqu'il reste un peu humain tout en étant machinique, et il est là justement pour brouiller les frontières de l'humain, mais aussi les catégories de sujets et d'objets. Et ça qui est assez intéressant, puisque la machine appartient classiquement à la catégorie des outils-objets, et en devenant prothèse, finalement, en devenant quelque chose qui va prolonger un corps humain, elle redéfinit les frontières de l'identité, et finalement, voilà, tous les jeux de cyborg insistent beaucoup sur cette connectivité nouvelle, qui fait qu'on va peindre du monde sensible, mais qu'on va gagner un prolongement virtuel du soi dans des machines, des programmes, etc. Et donc il y a une sorte de redéfinition un peu de ce qu'il y a depuis l'héritage judéo-chrétien occidental, classiquement défini le périmètre du sujet individuel qui là est dissous par ses bords machiniques. Voilà. En même temps, tous ces moments de connexion, de branchement dans les jeux sont aussi d'allégories de nos propres branchements au jeu, hein, qui nous permettent de contrôler une machine pour transcender nos délimitations habituelles. Et voilà, Cyberpunk 2077 raconte ça sous la forme d'un dédoublement intérieur, hein, puisque notre avatar est piraté par un programme virus consistant en un engramme de la personnalité d'un rocker terroriste anarchiste joué par Keanu Reeves, ce qui en fait un moment de délice absolu. Voilà, et donc l'idée c'est que ce programme qui est intégré dans notre avatar devient une sorte de gangrène amenant des visions envahissantes et nous condamnant à l'oblitération de notre personnalité, sauf à condition de débrancher la puce informatique. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est à travers ce récit d'un piratage de l'âme, si vous voulez, à travers le récit d'un cyborg rebooté, réécrit, il y a une manière de raconter ce qui nous arrive quand on joue et qu'on s'identifie à un avatar qui remplace notre propre personne le temps du jeu. Mais voilà, donc du coup, bon, j'aimerais bien laisser le temps d'éventuelles questions, donc je vais peut-être m'arrêter là plutôt, mais voilà, ce que je voulais dire sur les cyborgs, hein, c'était voilà, finalement, ça met en avant ce nouveau type de regard qui scanne au lieu de lire et qui, du coup, renvoie à un autre mode de perception de l'espace, comme l'animal, à sa façon. Et finalement, voilà, quand je disais que le jeu est une expérience chamanico-machinique, hein, c'est que finalement, il y a toujours cette tranche machinique qui nous programme pour tenter d'autres écologies du regard, d'autres perspectives sur l'environnement. Et c'est aussi en ça que les jeux vidéo sont un art, finalement. C'est que, voilà, finalement, parce qu'ils nous confrontent à des perceptions inédites, ils nous font communier avec d'autres formes d'entités, et en l'occurrence avec soit un vivant animal en voie de disparition, soit un vivant post-humain en voie d'apparition, mais ils remplissent comme par cela la fonction ancestrale de l'art, qui est d'apprendre justement à l'humain à aller au-delà de lui-même. Voilà, merci pour votre attention, et voilà, n'oubliez pas qu'il y a une séance à 20h30 si vous voulez prolonger aux manettes ce propos.